Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Pour ce tout premier cours ensemble, on va s'intéresser à l'histoire de l'image, des grottes de Lascaux à Everything Everywhere All at Once. D'abord, on va s'intéresser aux fonctions et au rôle de l'image dans différentes civilisations, en termes d'éléments clés de communication et d'expression culturelle, et en termes de transmission des idées et des valeurs à travers l'histoire. On va tout d'abord s'intéresser à l'image en termes de rituels et de croyances religieuses. La fonction ici est de faciliter la connexion spirituelle et la prière, servir de support visuel pour la transmission des mythes et des récits sacrés. Quel impact? Renforcer évidemment l'identité culturelle d'une communauté par le biais de symboles partagés. On peut penser ici à l'art rupestre tel que dans les grottes de Lascaux, ce qu'on voit à droite, en France, et les idoles et les statues dans les cultures antiques telles que l'Égypte et la Grèce. C'est aussi un outil pour persuader et mobiliser les masses, représenter des idéologies et des mouvements sociaux. Ici, l'idée est de moduler l'opinion publique et d'influencer les décisions politiques. On peut avoir en tête, comme on le voit sur la droite, les affiches de propagande pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Et en termes de fresques politiques, ça peut être des murs peints dans les espaces publics pour véhiculer des messages. Ça peut être les fresques mexicaines ou pourquoi pas aussi tout ce qui est street art. C'est aussi un outil éducatif et de transmission de connaissances. On pense ici à aider à la compréhension des idées complexes à travers des représentations visuelles. Par exemple, ici, sur la droite, on voit une image, c'est enseigner la vie des saints à travers les vitraux de la Sainte-Chapelle, justement, pour une population inalphabète à l'origine. L'image, ici, va jouer un rôle de facilitateur de transmission des connaissances et en termes de mémorisation et d'apprentissage de façon plus impactante. On va tout d'abord revenir un peu en arrière sur les fameuses peintures rupestres de Lascaux qui sont parmi les premières représentations visuelles de l'humanité. Donc, petit contexte, elles ont été trouvées en 1940 dans la grotte de Lascaux en France. Elles sont considérées comme l'un des plus grands témoignages de l'art préhistorique. Elles sont datées quand même d'environ 17 000 ans durant le Paléolithique supérieur. Ça a une importance historique, évidemment, c'est un témoignage artistique qui illustre les capacités créatives et les croyances des sociétés préhistoriques. En termes d'éléments culturels, ça révèle des informations sur la faune, la flore et les comportements de nos ancêtres. Ça a eu une influence majeure sur l'art, ça a inspiré de nombreux artistes à travers les âges, marquant ici le début de la représentation visuelle. On peut voir sur la droite justement comment Picasso s'est inspiré des arts rupestres pour représenter lui aussi des animaux. En termes de technique de matériaux utilisés, c'était des peintures faites à la main avec justement avec des pochoirs, avec des pinceaux faits de poils d'animaux et de végétation. Les matériaux utilisés étaient des pigments naturels, d'ocre rouge, de charbon, de terre et d'autres minéraux. En termes de liants, on utilisait, après reconstitution évidemment, parce qu'on n'était pas présent, de la graisse animale et de l'eau pour fixer des pigments sur les surfaces rocheuses. Ici, les méthodes utilisées étaient une application de peinture sur des surfaces irrégulières respectant la forme de la roche. En termes de signification culturelle et rituelle, le symbolisme est très fort ici. C'est une représentation d'animaux, de rocs, de chevaux, de cerfs, etc., liés à des croyances de chasse et de survie. Il y a une possibilité que ces peintures aient été réalisées dans les cadres de rites chamaniques ou de cérémonies. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, en termes d'identité collective, ces représentations ont servi à renforcer l'identité culturelle et les connaissances du moment d'un peuple. En termes de découverte archéologique, on a dit que ça a une influence sur la recherche en archéologie et en histoire de l'art. Il y a un effort de préservation face aux menaces de dégradation, d'humidité, les visiteurs, comme on peut le voir à droite. En termes d'éducation, il y a une inspiration pour l'éducation artistique et les études culturelles contemporaines, on l'a dit aussi. Il y a eu une inspiration claire et nette de Picasso de par les arts primitifs. Intéressons-nous en faisant un bond dans le temps sur l'histoire de l'image à l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. On peut tout d'abord s'intéresser à l'Égypte. On parle d'art hiératique avec des peintures et des sculptures qui représentent les pharaons, donc les rois de la société égyptienne, ainsi que les dieux et les scènes de la vie quotidienne. En termes de symbolisme, une utilisation de couleurs et de formes géométriques pour transmettre des messages religieux et politiques. En Grèce, il y a une idéalisation du corps humain, des sculptures du corps et du mouvement, par exemple la Vénus de Milo. Et en termes de poterie, des vases peints avec des scènes mythologiques et quotidiennes révélant des récits culturels. À Rome, on trouve une certaine forme de réalisme et de portrait. Des sculpteurs romains créent des portraits réalistes avec des bustes, par exemple, aussi utilisés à travers des fresques et des mosaïques. On peut voir ici différentes représentations. Tout d'abord, à gauche, une représentation égyptienne. Au milieu, des représentations sur des poteries grecques. Et tout à droite, une mosaïque représentant
la vie quotidienne à l'époque de Rome. Quelle iconographie au Moyen-Âge, sachant qu'on fait un grand bond, encore une fois, dans le temps, où on est passé à une ère chrétienne. Il y a d'abord une évolution, un passage d'images symboliques, croix-poisson à des représentations plus narratives, des scènes bibliques. L'art byzantin a eu une certaine influence, avec l'utilisation d'icônes et de mosaïques qui mettent en avant la spiritualité et la gloire divine. Quel rôle de l'Église ici? L'Église catholique commande des œuvres d'art pour instruire et inspirer les fidèles, ce qui va introduire des thèmes justement de la vie du Christ et des saints, comme on l'a vu dans la Sainte-Chapelle. Il y a une évolution évidemment des supports matériaux. Tout d'abord, il y avait les fresques. Les fresques, en termes de technique, ce sont des applications de pigments sur un enduit humide pour une adhésion durable. On a les fresques de la chapelle Sixtine qui représentent des scènes bibliques. On a les mosaïques avec une utilisation de tesselles colorées pour créer des images complexes, surtout de l'architecture religieuse. Ça a une très longue durée et une brillance des couleurs populaires dans les églises et les palais. Et il y a les manuscrits enluminés avec l'art de la décoration des livres et des illustrations colorées, dorées, souvent religieuses. Et on a, en termes d'importance, une conservation de textes sacrés et de savoir, avec une transmission de la culture. On peut le voir ici, justement, tout à gauche, une représentation dans le minure, et au centre, une représentation dans des manuscrits, et tout à droite, un exemple de tapisserie, justement, de représentation durant le Moyen-Âge. Quel impact et héritage de l'Antiquité au Moyen-Âge? Il y a une influence sur la Renaissance. Les œuvres de l'Antiquité inspirent les artistes de la Renaissance. Par exemple, Michel-Ange et Raphaël. Il y a une conservation des traditions. Les techniques artistiques et les thèmes religieux continuent d'influencer l'art au fil des siècles. Il y a un dialogue aussi entre les cultures, une interaction entre l'art chrétien et les traditions artistiques de culture antique et islamique. Grande nouveauté et grande révolution d'un point de vue de l'image, c'est l'invention de la perspective à la Renaissance. D'abord, qu'est-ce que c'est que la perspective linéaire? C'est une technique qui permet de représenter des objets en 3 dimensions sur une surface plane. Le principe de base, c'est l'utilisation de lignes de fuite qui convergent vers un point de fuite sur l'horizon, comme on peut le voir sur la représentation à droite d'une peinture de Raphaël représentant les sages et les philosophes de toutes les époques. On voit qu'il y a une perspective qui converge vers un point de fuite et qui simule l'effet de profondeur sur une surface qui est plane. Ça permet justement de créer cette illusion de profondeur, ce qui va transformer le paysage pictural. Quel impact sur la représentation de la réalité? Les artistes peuvent créer des compositions plus dynamiques et réalistes. Sur la perception de l'espace, la perspective change la manière dont les spectateurs perçoivent la distance et l'espace dans l'art. Et une évolution sur le tableau devient une fenêtre sur une scène du monde réel, influençant les générations futures. Toujours à la même époque, vous voyez qu'il y a un mot qui apparaît ici, c'est le terme caméra, justement, qui est utilisé plus tard dans le cinéma. La caméra aujourd'hui est une machine permettant de filmer, mais à l'origine, ce n'était pas ça. Et dès la Renaissance, il y a une innovation, une découverte qui s'appelle la caméra obscura. C'est un appareil optique justement qui projette une image inversée du monde extérieur sur une surface plane. Comme on peut le voir sur la droite, une représentation. Donc on a la lumière naturelle qui passe à travers un trou dans une chambre justement obscure. Donc caméra veut dire chambre. C'est une chambre obscure où il n'y a qu'un trou dans lequel la lumière peut passer. Et on voit sur la surface de droite, sur le mur de la chambre, on voit une représentation inversée de l'extérieur. Quelle utilisation par les artistes? C'est un outil pour étudier la lumière et la perspective, ce qui va aider à la précision des détails dans l'œuvre. En termes d'impact sur la peinture, ça va faciliter la représentation réaliste, servant de pont entre l'art traditionnel et l'innovation technique. Attention, j'attire votre attention que ici on est sur le tout début de l'invention justement d'un appareil photo. C'est le premier principe dès la Renaissance, on découvre ce principe d'inversion de l'image à travers un petit trou qui va rester très important plus tard dans l'invention de la caméra. Quels sont les artistes emblématiques de la Renaissance? Il y a Brunelleschi, qui est considéré comme le père de la perspective linéaire avec ses études théoriques et pratiques. Il a une influence majeure dans l'architecture et la peinture. Il y a évidemment le plus connu d'entre eux, c'est Léonard de Vinci, qui a une utilisation magistrale de la perspective pour créer des compositions équilibrées et dynamiques. On peut penser à la Seine, la Joconde évidemment. Et il y a Michel-Ange, qui a une intégration de la perspective dans ses fresques, notamment dans la fameuse chapelle Sixtine, avec une capacité à créer des scènes d'une grande profondeur dramatique. On peut voir ici différentes représentations. On a l'homme de Vitruve tout à gauche de Léonard de Vinci, on a la représentation de Mona Lisa, toujours de Da Vinci,
On a la petite Sainte Famille tout en bas, et tout à droite, on a la naissance de Vénus, qui est un tableau phare de l'époque de la Renaissance. On peut aussi penser au plafond de la chapelle Sixtine, notamment avec cette représentation d'Adam et de Dieu et des anges se rapprochant d'Adam à travers ce fameux geste des doigts qui vont quasiment se toucher, toute la tension dynamique et que ces doigts ne se touchent pas justement, donc c'est ce qui crée toute la dynamique du tableau. C'est un tableau qui est très intéressant, qui a suscité de nombreuses hypothèses, on pourrait faire tout un cours là-dessus, notamment je vous laisse réfléchir sur la forme du voile qui ressemblerait, d'après différentes théories d'analyse, à la forme d'un cerveau humain, ce qu'on pourrait interpréter de différentes façons, mais ça serait toute une dissertation autre. Alors on a parlé de la caméra obscura, on fait un autre bond en avant, c'est l'apparition de la photographie, bien plus tard évidemment. On va essayer de voir quel impact et quelle symbolique. Alors les origines, c'est en 1826, un Français, donc Nicéphore Niepce, qui réalise la première photographie permanente en 1826 avec un procédé appelé héliographie. Donc on voit sur la droite, c'est la première photographie de l'histoire, 1826, et donc c'est un événement historique. Donc, vous voyez que c'est très flou, hein, donc il a pris une photo de l'endroit où il vivait. C'est ce qu'on voit sur l'image. Après, c'est très flou, mais c'était le tout début. En 1839, il y a l'invention du daguerreotype par Louis Daguerre, qui est le premier procédé commercial de photographie. Cette fois-ci, il y a l'idée de pouvoir répliquer la technologie et de le commercialiser. En 1841, Henry Fox Talbot invente le calotype, qui permet la création d'images reproductibles à partir de négatifs. C'est le début de la photographie comme un moyen de capturer la réalité de manière inédite. Se développe la photographie, donc son développement au XIXe siècle est utilisé pour l'art, la science et le journalisme. Il y a un passage à la photographie couleur avec des procédés comme l'autochrome des frères Lumière en 1907, et bien plus tard apparaîtra la photographie numérique en 1970 qui va transformer la manière de capturer et de diffuser des images. On peut voir à droite la jeune femme et les lilas, justement, qui représente une des premières photos couleur de l'histoire. Quelle influence de la photographie sur l'art quand une nouvelle technologie se crée? Ça a un impact sur la façon dont on perçoit le monde et la réalité. Justement, la photographie permet à la peinture de se détacher du réalisme, ce qu'on avait vu à l'époque de la Renaissance, où on cherchait à représenter la réalité, à trouver une beauté mathématique aux choses, jusqu'à l'apparition de la photographie. Ça a ouvert justement la photographie, a ouvert la voie à des mouvements comme l'impressionnisme et l'abstraction. On peut le voir sur la droite, un des fameux tableaux de Claude Monet avec l'impression au soleil levant, qui change la nature de ce qu'on représente cette fois-ci avec la peinture. Quels sont les artistes influencés par la photographie? Il y a Edgar Degas et son étude du mouvement, Pablo Picasso et l'impact justement sur le cubisme. La photographie elle-même devient un art, c'est ça aussi, c'est une nouveauté, c'est que ce n'est plus un élément juste de réalisme, on peut composer avec la photographie. Par ailleurs, les principes de la photographie sont, en termes de composition, etc., sont ceux qu'on utilise aussi pour apprendre à réaliser un film, donc c'est très important, il y a un lien entre l'art de la photographie et l'art de la réalisation. Et donc il y a des pionniers tels que Ansel Adams pour les paysages et Man Ray pour la photographie surréaliste. Quel impact sur la culture visuelle? La photographie s'impose dans les domaines du journalisme, de la publicité et des médias, ce qui va devenir une force dominante dans la société moderne. Se développe aussi le photojournalisme qui transforme la manière dont les événements mondiaux sont perçus avec des images qui marquent les esprits. On peut penser à Dorothea Lange qu'on voit à droite, à l'époque aussi de la Grande Dépression. La photographie établit de nouvelles normes pour la documentation historique et influence justement la mémoire collective. La photographie aussi permet une nouvelle relation au temps et à la mémoire, rendant chaque instant capturé éternel. Elle introduit l'idée de réalité objective, mais aussi le potentiel de manipulation des images, avec des montages et des retouches. Les images photographiques acquièrent un pouvoir symbolique qui est unique par rapport à une représentation artistique, ce qui va servir à la fois d'outil politique, socio et culturel. On peut voir la fameuse photo de la petite fille au napalm et l'impact que ça a eu à l'époque pendant la guerre du Vietnam, qui souligne en fait l'horreur de la guerre menée par les Américains au Vietnam.
On arrive à ce qui nous intéresse, nous, directement, c'est l'avènement du cinéma des Frères Lumière, justement, à l'époque d'Hollywood. Les origines du cinéma, on peut remonter à l'invention du cinématographe grave par les Frères Lumière en 1895. La première projection publique à Paris a lieu justement montrant justement la sortie à l'usine Lumière à Lyon. C'est le cinéma à ses tout débuts, des films de quelques secondes au début, hein, ce qui capture la vie quotidienne, ce qui a un impact assez phénoménal, notamment le train qui arrive à la gare de La Ciotat. À l'époque, c'est juste un train qui se gare. En fait, pour l'époque, il n'y avait pas d'effet de 3D, mais les gens ont été effrayés par ce fameux train qui avançait vers eux. Il y a eu même des mouvements de recul et de foule de par la peur des images qu'ils découvraient pour la première fois au cinéma. Quel impact des premiers films Lumière? Le cinéma devient une curiosité scientifique et un divertissement populaire. C'est aussi une nouveauté en fait. C'est l'idée de divertissement qui n'existait pas avant en fait, avant les Frères Lumière. Il y a eu des films comme L'arroseur arrosé qu'on voit à droite 1895, qui peut être considéré comme un des premiers films. J'ai parlé aussi de l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat qui captive justement les foules. Alors L'arroseur arrosé est un des films les plus connus aussi car c'est devenu une référence en termes de comédie très utilisé aussi dans les dessins animés de type Tom and Jerry, etc. Et donc, à l'époque, le cinéma ici est perçu comme une extension de la photographie. Toujours en France, avec Georges Méliès et l'illusion cinématographique, Méliès est un pionnier du cinéma, il va introduire les effets spéciaux, ce qui est une nouveauté avec des films comme Le Voyage dans la Lune qu'on voit sur la droite. Il va aussi travailler sur des nouvelles méthodes qui sont modernes pour l'époque, hein, donc c'est visionnaire, avec l'utilisation du montage, des décors élaborés et des illusions pour créer des récits fantastiques. Et il est le premier à explorer le potentiel narratif, justement, et visuel du cinéma. Il y a une évolution du langage cinématographique. J'attire votre attention sur l'idée de langage cinématographique, parce qu'on va le reprendre par la suite, on va l'étudier. Il y a un langage, il y a un vocabulaire spécifique, il y a des façons et des méthodes par la suite, et c'est ce qu'on va étudier dans un cours suivant. C'est l'idée de langage cinématographique qui évolue déjà à l'époque. Il y a le développement de nouvelles techniques, comme on l'a dit avec le montage, il s'agit de couper et d'assembler des scènes, donc des scènes qui sont filmées séparément, qu'on recolle et qui, en les recollant, donnent un nouveau sens à une histoire. On passe aussi du cinéma muet au cinéma parlant avec l'introduction du son dans les années 20. On a un des premiers films parlants avec le chanteur de jazz en 1927, qui marque justement la transition vers le cinéma sonore. À Hollywood, c'est la naissance d'une industrie. Hollywood devient la capitale mondiale du cinéma dans les années 1910. Le public s'attache aux personnalités des acteurs et suit leur carrière. Donc là, c'est bon, on rentre dans notre monde à nous. Donc l'idée même de star system, hein, c'est l'idée vraiment de notre époque à nous qui commence dès ces années-là. Il y a le système des studios aussi. Donc des grands studios sont créés à ces époques, notamment Paramount, MGM, Warner Bros. Donc ces grands studios qui existent encore pour la grande majorité d'entre eux aujourd'hui. Il y a l'introduction des genres cinématographiques, la comédie, les westerns, les drames, les aventures, etc. Et comme je l'ai dit, c'est le début du système des stars. Les acteurs deviennent des figures centrales des succès des films. Quelques acteurs emblématiques pour l'époque. Il y a notamment, comme on le voit à droite, Charlie Chaplin, hein, Mary Pickford ou Douglas Fairbanks. Entre 1930 et 1950, c'est l'âge d'or du cinéma hollywoodien. On peut le voir à droite avec le film Autant en emporte le vent. C'est le film qui apporta le plus d'argent au box-office dans toute l'histoire du cinéma. Si on prend en compte l'inflation du dollar, etc., c'est vraiment le film même au-dessus de Avatar, Titanic, etc. Donc durant cette époque, c'est l'explosion de la production cinématographique. Il y a aussi Casablanca qui deviennent, avec Autant en emporte le vent, des grands classiques. Il y a des innovations techniques, notamment l'introduction de la couleur, le Technicolor, et un perfectionnement dans la capture du son. C'est l'essor des genres cinématographiques, les genres se diversifient, il y a notamment les films noirs, on en reparlera par la suite, la comédie musicale, les westerns, les thrillers, etc. Il y a à cette époque la réalisation de chefs-d'œuvre dans chaque genre, il y a notamment Citizen Kane en 1941 d'Orson Welles, qu'on voit sur la droite, on voit une capture d'écran du film, qui révolutionna le cinéma pour plein de raisons, on en reparlera par la suite. Il y a Chantons sous la pluie ou La chevauchée fantastique.
Alfred Hitchcock devient le maître du suspense, il va redéfinir ce qu'est le thriller avec des films cultes tels que Psychose ou Psycho en anglais. C'est aussi un essor international, le cinéma, ce n'est pas lié qu'aux États-Unis. Il y a en France, durant les années 50-60, donc après la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle vague qui se développe, avec les cinéastes principaux qui sont Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Agnès Varda. Les caractéristiques de la nouvelle vague, c'est le refus des conventions traditionnelles du cinéma. C'est aussi se créer en opposition en fait au cinéma classique hollywoodien. Euh, on favorise plus un tournage en extérieur qu'un tournage en studio pour plus de dynamisme et plus de réalisme euh, dans la réalisation, une utilisation du montage rapide et des dialogues naturels. Quelques films marquants, on peut avoir À bout de souffle de Godard en 60 ou Les 400 coups de Truffaut en 59. Ça révolutionne à l'époque le cinéma avec une approche plus expérimentale et plus personnelle. Du côté italien, il y a le néoréalisme italien entre les années 40-50, quelques cinéastes principaux, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti. Quelles sont les caractéristiques du néoréalisme italien? C'est le tournage en décor réel, des acteurs non professionnels, un focus sur la vie quotidienne et les difficultés des classes populaires après la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir en tête Rome, ville ouverte de Rossellini en 1945, Le voleur de la bicyclette de Sica en 1948. Quel impact? Ça met en avant la réalité sociale des Italiens de la classe moyenne et ça inspire de nombreux cinéastes à travers le monde. Le Japon n'est pas en reste. Entre les années 50 et 60, il y a notamment des grands réalisateurs japonais, notamment le plus fameux d'entre eux est Akira Kurosawa. Il y a aussi Yasujiro Ozu et Kenji Mizoguchi. Quelles caractéristiques? C'est un équilibre entre tradition japonaise et modernité, l'exploration de thèmes comme la guerre, la famille, l'honneur et la société japonaise. Je vous rappelle que le Japon se relève de la Seconde Guerre mondiale après deux bombes nucléaires qui ont explosé à Nagasaki et à Hiroshima. Donc il y a aussi le traumatisme de la bombe atomique qui se crée. Quelques films marquants, il y a évidemment Les Sept Samouraïs de Kurosawa, Voyage à Tokyo de Ozu et Ugetsu Monogatari de Mizoguchi. Ça a une influence internationale, notamment sur le cinéma occidental. Kurosawa, justement, inspire des réalisateurs comme George Lucas pour Star Wars. On peut voir quelques grands réalisateurs. Tout à gauche, on voit Godard, on voit Fellini tout en haut et Agnès Varda au centre tout en bas et à droite, Kurosawa. Apparaît une nouvelle invention qui est la télévision. Donc l'idée c'est de se poser la question quel est l'impact de l'image à l'ère de la télévision. D'abord, sur les origines de la télévision, les premières démonstrations de la télévision électronique datent des années 1920. On peut penser à John Logie Baird en Écosse qui réalise la première transmission d'une image télévisée en direct en 1926. On peut le voir à droite justement sur l'image. Il y a Philo Farnsworth aux États-Unis qui invente le premier système de télévision électronique fonctionnelle en 1927. Et les années 1930-1940 voient les premières diffusions publiques, notamment pendant l'Exposition universelle de New York en 1939. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'essor et la démocratisation de la télévision durant les années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, la télévision devient rapidement, en termes clés, un média de masse, ce qui change aussi l'impact de l'image à ce moment-là. Il y a une transition de la radio à l'image animée qui est diffusée directement dans les foyers. Pardon. Ce sont les premières grandes émissions de divertissement, les journaux télévisés, l'éducation, ce qui fait aujourd'hui notre quotidien. Ça a un impact sur les habitudes sociales. La télévision révolutionne la consommation du contenu visuel. L'accès est immédiat à l'information et au divertissement. C'est un changement profond dans le mode de vie des familles à travers le monde. Ça crée une culture populaire mondiale avec des émissions globales, des stars mondiales et des événements télévisés. On peut voir à droite une photo assez intéressante d'une famille japonaise à Tokyo qui regarde la transmission en direct du salut des astronautes d'Apollo 11 depuis la Lune. Donc vous voyez que on est vraiment là entre tradition et modernité. Apparaît la couleur et la haute définition bien plus tard. Dans les années 60, on passe à la couleur. Évidemment, c'est aussi une petite révolution dans la télé. L'arrivée en 90 de la haute définition et des téléviseurs plus performants et l'évolution justement de la technologie fait de la télévision une expérience de plus en plus immersive. La télévision est aussi un outil de propagande, il ne faut pas se le cacher. Il y a l'usage de la télévision
par les gouvernements pour façonner les récits nationaux, hein, quelle que soit l'orientation politique. Il y a une influence sur la perception des guerres, des mouvements sociaux et des crises politiques. On peut voir sur la droite des premiers débats présidentiels télévisés, justement, entre Kennedy et Nixon en 1960. Kennedy était un homme de l'image qui a su apprivoiser la télévision à l'époque. Nixon n'était pas du tout à l'aise avec la télévision. Euh, Certains analystes disent que ça a eu un impact sur le vote des Américains, justement, car Kennedy paraissait mieux à l'image que Nixon, qui semblait assez hésitant, voire transpirant et pas à l'aise à la télévision. C'est aussi, on revient, vous voyez, à des époques comme d'éducation, à l'époque des arts rupestres et voire des, des chapelles pour l'éducation avec les vitraux, etc. etc. La télévision est un outil d'éducation aussi, avec des programmes dédiés, des documentaires, des émissions pour enfants. Il y a eu des projets comme les télécours et l'apprentissage à distance dans certaines régions, mais bon, ça ne s'est pas développé. On était à une ère pré-Internet. On peut voir sur la droite le physicien Carl Sagan qui popularise et vulgarise la physique à travers sa série documentaire Cosmos, qui sera par la suite mise à jour avec le physicien Neil deGrasse Tyson. C'est aussi l'apparition des séries télévisées et du storytelling, avec des grands feuilletons et des sitcoms, notamment Friends, comme on voit à droite, qui devient un phénomène culturel mondial à travers toutes les cultures. Il y a un impact sur la narration sérielle, avec des personnages récurrents et des arcs narratifs prolongés. Il y a des séries très importantes qui ont un impact très fort, telles que Dallas ou Star Trek, qui eux aussi deviennent évidemment des phénomènes culturels. En termes de télévision et d'art, les artistes utilisent la télévision comme un moyen d'expression, que ce soit les vidéastes ou les artistes conceptuels, et la télévision devient à la fois un outil artistique et une critique de la culture de masse. On peut le voir à droite des émissions TV comme Cache Investigation qui enquête justement sur des sujets d'intérêt public. Il y a aussi une naissance des installations vidéo. Donc, la télévision est détournée, cette fois-ci pour d'autres utilisations, dans les musées et les galeries pour amplifier euh, des galeries artistiques. L'image télévisée, évidemment, il y a l'apparition d'Internet, une nouvelle technologie qui bouleverse en fait nos sociétés. La télévision n'a plus exactement le même impact, donc il y a un déclin de l'influence de la télévision face à la montée des plateformes numériques et du streaming. On voit sur la droite le film documentaire d'Inoxtag, donc un youtubeur qui a fait des dizaines de millions de vues en quelques jours seulement sur YouTube, ce qui est assez incroyable évidemment, mais c'est aussi la force des plateformes de streaming telles que YouTube, etc. Il y a une convergence entre télévision traditionnelle et services de streaming, notamment avec les plateformes telles que Netflix, Hulu ou Amazon Prime. La télévision devient un outil interactif, notamment aussi avec les réseaux sociaux qui commentent en direct. Il y a un lien entre la télévision et les réseaux sociaux, etc. On va revenir un tout petit peu en arrière sur les quelques mouvements artistiques qui sont très importants. Euh, Justement, l'idée c'est d'aller du réalisme au surréalisme. On va bondir jusqu'à Everything Everywhere All At Once. D'abord, le réalisme en art et cinéma. Le réalisme, qu'est-ce que c'est? C'est au 19e siècle. C'est un mouvement artistique qui vise à représenter la réalité de manière fidèle, sans idéalisation. On est vraiment à la frontière entre l'apparition de la photographie et la peinture traditionnelle. Il y a des artistes emblématiques tels que Gustave Courbet, Jean-François Millet. On voit à droite un des premiers tableaux qui exprime un style réaliste justement de Courbet. Ça s'appelle un enterrement à Ornans. Justement, on voit une scène classique d'enterrement avec des personnages représentés de façon très réaliste, sans magnifier en fait les personnages. Au cinéma, le réalisme se concentre sur la vie quotidienne, les classes populaires et la vérité sociale. Il y a des films notables, notamment Les Misérables en 1934 et Le voleur de la bicyclette en 1948. Il y a une transition vers le surréalisme. C'est un mouvement artistique qui est né au début du XXe siècle, influencé par le dadaïsme et les théories psychanalytiques de Freud. Le surréalisme cherche à explorer l'inconscient, le rêve et l'irrationnel. Le surréalisme s'est créé justement en opposition au réalisme, justement, en libérant la création des contraintes logiques. En 1924, on voit André Breton sur la droite. Euh, Celui-ci publie le manifeste du surréalisme qui prône une libération des normes esthétiques traditionnelles. Quel impact du surréalisme sur la représentation visuelle?
Le surréalisme transforme la perception du réel en utilisant des techniques de déformation, de juxtaposition surprenante et de métaphores visuelles. En peinture, des artistes comme justement Salvador Dali, dont on voit un tableau très connu, La persistance de la mémoire en 31, on voit, vous voyez, cette horloge qui fond euh, partout, etc. Donc, ce qui crée des scènes qui défient toute logique visuelle et des scènes très oniriques. En photographie aussi, donc Man Ray et ses expérimentations visuelles ouvrent la voie à une nouvelle façon de percevoir la photographie. Rappelez-vous qu'à l'origine, la photographie permettait de représenter la réalité, et là, il y a un détournement justement artistique de la photo pour représenter des choses surréalistes. En termes de cinéma, Luz Buñuel et Salvador Dali, vous voyez qui revient, Salvador Dali, réalisent Un chien andalou, qui est considéré comme l'un des premiers films surréalistes, qui est célèbre pour sa scène choquante de l'œil tranché. Le surréalisme au cinéma utilise des images déroutantes et des récits non linéaires pour représenter les rêves et les émotions cachées. D'autres films marquants, L'âge d'or en 1930 de Buñuel, plus récemment, donc en 2001, Mulholland Drive de David Lynch. Au moment où je tourne la vidéo, il est malheureusement récemment décédé, David Lynch, qui reprend l'esthétique justement, Mulholland Drive, du surréalisme et les thématiques du surréalisme. Il y a d'autres films, on en parlait du Chien andalou et de l'Âge d'or, on a La Belle et la Bête en 1946 de Jean Cocteau, on a Eraserhead, encore une fois de David Lynch, et The Holy Mountain en 1973 d'Alejandro Jodorowsky. C'est un film culte justement qui mêle surréalisme et spiritualité, on voit une affiche sur la droite. L'image aussi, on va zoomer un peu plus sur l'utilisation en tant qu'image de propagande politique. Donc, qu'est-ce que c'est que la propagande? C'est l'utilisation systématique de l'image pour influencer l'opinion publique et contrôler la perception des foules. L'idée ici de promouvoir des idéologies, renforcer des régimes politiques, manipuler des masses. On a aux époques antiques, à Rome et en Égypte, l'utilisation par exemple de la colonne de Trajan qui narre les victoires de l'empereur Trajan justement. On a à l'époque aussi des monarchies européennes avec Louis XIV, etc. Et les régimes autoritaires par la suite et totalitaires tels que l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique. L'utilisation historique des images en tant que propagande, il y a eu des fresques et des sculptures à l'époque de l'Antiquité, des images héroïques et divines. En gros, l'idée c'est de diviniser, de magnifier en fait des souverains, etc. pour justement asseoir son pouvoir. C'était déjà à l'époque antique, mais ça a continué par la suite. Il y a les fameuses affiches de propagande pendant la Première Guerre mondiale pour mobiliser les soldats et en termes de soutien à l'effort de guerre. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale avec des affiches nazies, soviétiques, américaines pour galvaniser les populations et évidemment rendre l'adversaire, l'ennemi, le plus effrayant possible pour mobiliser encore plus. En termes de cinéma, il y a des outils de propagande avec des films comme le Triomphe de la volonté de Riefenstahl en Allemagne nazie, qui est tristement célèbre malheureusement parce que c'est un film important d'un point de vue technique, mais évidemment en termes d'idéologie, c'est l'idéologie nazie qui est affichée ici. Et donc, malgré l'influence qu'il va avoir sur le cinéma, ce film, voilà, c'est un film qu'il faut contextualiser et comprendre dans le contexte de l'époque. Quel impact de l'image sur l'opinion publique et le contrôle social? Donc on le sait depuis Gustave Le Bon, justement, qui a écrit la psychologie des foules et qui nous a fait comprendre qu'il est plus facile en fait d'influencer une foule qu'un individu seul, notamment c'est encore amplifié avec les technologies de masse, avec la télévision, etc., etc., à travers la répétition d'images, l'association d'idées, avec des symboles visuels, les drapeaux, les leaders, etc. Ça crée un effet de renforcement des croyances, une création d'un consensus par l'image et la polarisation des sociétés. Il y a une manipulation aussi émotionnelle, donc l'utilisation des images pour susciter la peur, l'espoir, la haine ou la fierté. Par exemple, les affiches de la guerre froide, comme on peut le voir à droite, qui diabolisent l'ennemi. Ici, on peut voir justement, pendant la fameuse guerre froide, l'affrontement entre deux modèles, très individualistes d'un côté et collectivistes de l'autre. Quelques cas contemporains de la propagande visuelle. Sur les médias sociaux, il y a une propagation déjà de ce qu'on appelle des mèmes, donc des images qui sont très vite partagées, soit pour des raisons humoristiques, soit pour des raisons politiques, voire de propagande. Il y a aussi évidemment des vidéos, des infographies pour influencer les masses. Il y a une propagande politique sur Facebook,
sur Twitter et sur YouTube, hein. Il y a eu plusieurs problèmes liés à des, euh, des problématiques d'influence de vote, etc., pendant les élections, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, etc. Et l'exemple des campagnes de désinformation, justement, notamment pendant l'élection américaine de 2016 et au Brexit, et plus récemment, justement, comme on peut le voir à droite avec la réélection de Donald Trump. On peut voir ici cette image avec la tentative d'assassinat de Trump, justement, en 2024, qui a été reprise, justement, à son compte comme propagande politique. Et enfin, on peut aussi penser à la publicité politique avec des publicités visuelles conçues pour manipuler l'opinion publique pendant les campagnes électorales. Quelles sont les limites de la propagande visuelle? Il y a une critique et une résistance des artistes et des médias qui dénoncent et parodient les outils de propagande. On peut avoir en tête les œuvres d'art critiques comme celle de Banksy et de Shepard Fairey. On peut voir à droite Banksy ici qui a peint sur le mur qui sépare Gaza et Israël. Justement, il critique ce mur justement avec cette représentation un peu surréaliste d'un meilleur monde à travers ce mur qui sépare deux populations. Euh, il y a le rôle des médias indépendants avec la vérification des faits et diffusion des contre-narratifs face à la propagande. Quel est l'impact de l'image à l'ère de la société de consommation entre publicité et art contemporain? Il y a l'évolution des médias et de la publicité, hein, donc du 19e siècle à nos jours. Il y a des affiches, il y a d'abord eu des affiches, puis après des spots télévisés. On peut voir sur la droite une affiche célèbre pour une publicité de Coca-Cola avec cette fameuse légende urbaine justement qui dit que c'est un peu Coca-Cola qui a imposé ses couleurs à la figure du Père Noël, mais c'est une légende urbaine, hein, c'est pas ce qui est dit, mais ça participe aussi de la communication indirecte de Coca-Cola, hein, en fait, de laisser croire qu'il a un impact culturel énorme. Donc, ça les arrange aussi d'un certain côté. Il y a évidemment une transition vers le numérique, l'impact d'Internet et des réseaux sociaux sur la publicité, hein. Donc il y a des publicités cette fois-ci ciblées. On va utiliser les données des usagers pour personnaliser les messages, par exemple les publicités en ligne sur Google, Facebook et Instagram. Il y a une évolution évidemment des formats publicitaires, avec des vidéos, des bannières, des influenceurs, c'est une nouveauté aussi, donc n'importe qui peut devenir un outil de diffusion publicitaire, et du contenu sponsorisé. Quelles sont les caractéristiques de la publicité moderne? En termes d'esthétique et de narration, une utilisation de techniques artistiques pour capter l'attention, donc on va réutiliser des techniques justement de réalisateurs, notamment il y a beaucoup de grands réalisateurs qui ont fait des grandes pubs, notamment David Lynch pour la PlayStation 2. Il y a d'autres publicités qui ont été réalisées par de grands réalisateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'emotional branding, hein, l'idée de créer des connexions émotionnelles avec le consommateur, par exemple des campagnes mémorables telles que Coca-Cola ou Nike. Et il y a cette culture du like, en fait, la validation sociale comme stratégie du marketing, justement. On va à la fois diffuser à la télévision et sur les réseaux sociaux pour avoir une force de frappe supérieure. On peut voir à droite la célèbre pub de The Force pour Volkswagen qui a fait plus de 61 millions de vues sur YouTube, hein. Elle a été diffusée pendant un des événements sportifs les plus regardés aux États-Unis, qui est l'événement sportif du Super Bowl. Elle mêle pop culture, donc Star Wars justement, et publicité efficace et émouvante justement. Donc vous voyez comment on a mêlé télévision et diffusion sur les réseaux sociaux pour une force de frappe supérieure. Il y a aussi l'apparition de l'art contemporain et de ses nouvelles formes d'expression visuelle, avec une diversité des médias, des installations, des vidéos, des performances, de l'art numérique. Il y a des références à la culture populaire, avec l'intégration d'éléments à la culture de masse dans l'art et des arts engagés, on en a parlé, il y a Banksy ou Damien Hirst. On peut aussi avoir en tête quelques exemples d'artistes tels que Jeff Koons, avec notamment les tulipes installées à Paris, près des petits et des grands palais, et ça devient aussi des utilisations d'objets de consommation. Il y a l'impact des réseaux sociaux sur l'art et la publicité. Tout d'abord, les réseaux sociaux permettent une diffusion instantanée avec un partage d'images et d'œuvres d'art sur les plateformes telles que Instagram ou TikTok. Il y a la démocratisation de l'art, hein, des nouvelles plateformes permettent à des artistes non conventionnels d'émerger, et une culture du partage avec l'influence des tendances virales sur les productions artistiques et publicitaires. On peut voir sur la droite justement une vidéo de Zach King sur un faux vol en fait à balai qui a été vu plus de 2,3 milliards de fois sur TikTok. Vous voyez à quel point c'est une des vidéos les plus vues sur TikTok, c'est assez impressionnant.
Quelle réception de l'image dans la société de consommation? Il y a une surconsommation de l'image, l'impact de la saturation de l'image sur la perception. Il y a une critique de la culture visuelle, hein, les effets négatifs sur l'estime de soi, la beauté et les normes sociales. Évidemment, c'est très critiqué, mais en même temps, c'est une diffusion en masse par les grandes entreprises. Il y a le rôle des mouvements artistiques, hein, réaction à la société de consommation, comme tel que l'art pop ou le dadaïsme, et une réflexion sur l'avenir, comment l'image continue de façonner nos valeurs et comportements dans un monde de consommation. On peut voir ici une critique en fait de la société de consommation à travers ce tableau fait par ISO, qui est à Manchester. On voit une affiche publicitaire où c'est écrit Consume This, justement. C'est pour avoir toute une réflexion sur la fameuse société de consommation. On arrive à notre époque actuelle, hein, donc on est en plein dedans, c'est l'ère de l'IA générative. Quel impact justement de l'image à l'ère de l'IA générative? Qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Ce sont des algorithmes en fait capables de créer des nouvelles images à partir de données existantes. Donc en fait, ce sont des algorithmes qui étudient plein d'images existantes, des tableaux, des images. Ils en mangent en masse en fait des images et ensuite ces algorithmes sont capables de refaire des nouvelles images en fonction d'un texte qu'on écrit. Les technologies clés ici, ce sont des réseaux de neurones génératifs et les modèles d'apprentissage profond. On parle aussi de deep learning. Il y a des outils très utilisés aujourd'hui, tels que DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion. On peut voir à droite la première œuvre récompensée et générée par l'intelligence artificielle par Jason Allen. Vous voyez que c'est un tableau, on a l'impression que c'est une peinture de type quasiment Renaissance. Ça mêle un peu de science-fiction aussi. C'est très, très intéressant en termes de composition, de lumière, de perspective, alors qu'elle n'a été pas peinte par un homme, même si Jason Allen dit qu'il l'a retouché, qu'il a fait ce qu'on appelle plein de prompts différents avant d'arriver à ce résultat-là. En termes d'application de l'IA générative dans la création d'images, d'abord sur l'art et le design, création d'œuvres d'art originales avec des illustrations et des concept art, donc ça peut être utilisé justement pour stimuler la créativité. C'est utilisé en termes de publicité et de marketing, hein, avec des générations de visuels personnalisés pour des campagnes ciblées, et aussi dans l'industrie du jeu vidéo pour la conception de personnages et d'environnements. On peut voir à droite une publicité de Coca-Cola qui a recréé sa célèbre publicité fin 2024, avec une publicité qui est entièrement générée par l'intelligence artificielle, parce que maintenant, l'intelligence artificielle générative, elle est capable de générer maintenant aussi des vidéos qui deviennent de plus en plus puissantes, et il devient de plus en plus difficile de déceler sur une vidéo générée par l'IA si c'est une vidéo justement réelle ou générée par l'IA. Il y a évidemment des questions éthiques par rapport à l'IA. Tout d'abord, liées à la propriété intellectuelle. La question c'est qui détient les droits sur les images créées par l'IA, parce qu'elles sont basées sur des images réelles, donc qui sont basées sur des droits d'auteur, donc qui détient les droits. En termes d'authenticité, évidemment, il y a une question sur l'authenticité des œuvres générées et l'impact sur les artistes, hein, une remise en question des rôles traditionnels des créateurs. Ça a un impact sur plusieurs métiers, donc sur les artistes numériques, les dessinateurs, les peintres, etc., voire les vidéastes. On peut voir aussi un impact direct. Hein, donc, en 2023, il y a eu la grève des scénaristes et même d'Hollywood, donc supportée aussi par plusieurs grands acteurs, contre l'utilisation, pas que, hein, mais notamment contre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc il y a une évolution de la création artistique, hein, donc comment l'IA, justement, on peut se poser comme question, à redéfinir les frontières de l'art, parce que ça pose, c'est une question qui est actuelle, on n'a pas encore la réponse. En termes de médias et d'information, il y a évidemment un risque de désinformation et de création de faux visuels. On peut voir à droite, ça a impacté les médias à l'époque. À l'époque, mais c'est très récent, hein, donc cette fausse photo réaliste du pape est générée par l'IA. Ça montre les risques de l'utilisation de l'IA dans le fait de pouvoir tromper l'opinion, en fait. Et en termes d'interactivité, hein, il y a des outils permettant aux utilisateurs de personnaliser et de co-créer des œuvres avec l'IA. Quelle évolution de l'image dans le cinéma moderne? Tout d'abord, en termes de contexte historique, le passage du cinéma traditionnel aux techniques modernes dans les années 2000. En termes d'importance de l'image, il y a un rôle central de l'image dans la narration contemporaine, avec l'intégration de la technologie et des effets spéciaux. Donc les techniques traditionnelles, c'était des maquettes, des animatroniques, donc des robots en fait, des petits robots contrôlés. Et l'apparition, là, c'est ça qui va changer, c'est l'apparition des CGI, donc des effets spéciaux générés par ordinateur, pour créer des environnements et des personnages beaucoup plus réalistes. On peut avoir évidemment en tête, on l'a tous en tête, hein, donc c'est Jurassic Park en 1993,
avec l'utilisation pionnière du CGI, avec les fameux dinosaures qui à l'époque étaient impressionnants. Euh, il n'a pas totalement mal vieilli, hein, c'est assez impressionnant encore aujourd'hui. Et à l'évolution des effets spéciaux, la transition de l'analogique au numérique. Donc tout d'abord, le développement de logiciels comme Adobe After Effects et Maya, l'intégration d'effets en temps réel dans le processus de tournage, avec justement la technologie de la performance capture, comme on le voit à droite, utilisée sur les films Avatar, où en gros on filme des acteurs réels, toutes leurs émotions sont numérisées, même leur gestuelle est numérisée, et leurs expressions faciales sont numérisées et retranscrites sur un personnage virtuel. Et aussi Mad Max Fury Road, avec un mélange d'effets pratiques et numériques pour un réalisme assez saisissant. En termes de narration visuelle, il y a des techniques de narration innovantes, des montages non linéaires, l'utilisation de flashbacks et de sauts dans le temps, des visuels de plus en plus immersifs, l'utilisation de la caméra subjective pour plonger le spectateur, ou aussi des films qui impactent de par leur structure narrative complexe et visuelle, notamment Inception, avec, on peut voir sur la droite l'effet spécial qui est littéralement renversant, où on voit une rue de Paris se replier sur elle-même. Petite parenthèse, évidemment, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les techniques d'écriture, je vous invite à vous intéresser au programme Scriptonaut, les mondes de l'écriture, pour voir comment écrire et réaliser des films impactants. Il y a une évolution des récits dans le cinéma moderne, donc d'abord une diversité des récits, des émergences de voix non conventionnelles, avec une exploration de récits multiculturels. Hein. Donc on va s'intéresser à des ethnies qui n'étaient pas représentées à l'époque, à des genres qui n'étaient pas représentés à l'époque, etc., etc. On peut voir justement des nouveaux héros et de nouvelles représentations, notamment avec Black Panther, donc un film de héros de Marvel avec un casting quasiment 100% afro-américain. Et ça a eu un impact très fort à l'époque. On a aussi avec Parasite en 2019 un film un film coréen qui traite, très important, qui traite de la différence des classes, en fait de lutte sociale, à travers une narration très inventive. On arrive enfin à Everything Everywhere All at Once. On pourrait aller évidemment au-delà, hein, mais ce film marque un tournant aussi, de par sa prouesse cinématographique. Pour rappel, en termes de synopsis, c'est un film sur une femme ordinaire qui doit naviguer à travers des multivers pour sauver le monde, qu'on voit une affiche à droite. Pourquoi il a été impactant et intéressant? Tout d'abord en termes de montage, hein, un montage rapide et des transitions fluides entre différents univers, en termes d'effets visuels dynamiques, utilisation de CGI pour des scènes surréalistes et comiques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film d'auteur en fait, avec un petit budget par rapport au grand film, et qui a eu un succès critique très important. Il y a une exploration de thèmes sur l'identité, la confrontation des différentes versions de soi-même, des choix et des conséquences, réflexion justement sur le libre arbitre et les regrets. En termes de signification des éléments visuels, il y a une utilisation de couleurs vives et des motifs répétés justement, notamment le donut, pour représenter les luttes internes du personnage. Et ce, ce vent de fraîcheur justement dans le cinéma hollywoodien, très osé justement, a gagné en fait justement 7 Oscars, notamment meilleur film, meilleur montage, meilleur effet spécial, etc. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.